Bienvenue à ce webinaire de la FMH sur l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de maladies de Willebrand. Nous allons aujourd'hui parler des lignes directrices fournies par la ASH et la ISTH et la NHF sur la maladie de Willebrand. Je suis Nathan Connell, je suis hématologue à la faculté, à l'école de médecine de Harvard. Aujourd'hui, nous allons parler donc des lignes directrices de la maladie pour la prise en charge de la maladie de Willebrand. Au cours de ce webinaire, un service d'interprétation simultanée en espagnol, en français, en arabe et en russe sera fourni. Si vous utilisez votre ordinateur ou votre tablette, veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de l'écran pour sélectionner votre langue. Si vous participez via un téléphone mobile, vous devez suivre des étapes supplémentaires. L'image de gauche montre un téléphone Android. Cliquez sur les 3 points pour sélectionner le canal d'interprétation. L'image au centre montre un iPhone. Sélectionnez l'option d'interprétation de langue. Choisissez la langue et assurez-vous de cliquer sur « Terminer » dans le coin supérieur droit de votre écran. Si vous ne cliquez pas sur « Terminer », votre sélection de langue ne sera pas enregistrée. Attention. Notre ordre du jour aujourd'hui sera d'abord une présentation des lignes directrices et du processus de développement de celles-ci. Ensuite, nous allons faire une petite mise à jour du diagnostic de la maladie de Willebrand et une mise à jour de la prise en charge. Ensuite, nous verrons la perspective des patients à ce propos, l'impact des lignes directrices sur leur vie. Ensuite, nous aurons une discussion à travers donc les questions et les réponses du public. Donc, ces lignes directrices sont à votre disposition sur Internet. Si vous vous rendez donc sur le site que vous voyez ici sur l'écran, vous aurez donc accès à ces lignes directrices qui ont été publiées. Vous y trouverez aussi toutes les analyses, les analyses médicales à jour. Et nos intervenants d'aujourd'hui, donc moi-même, Michèle Lavin, qui est la présidente du comité de maladie de Willebrand. Elle est consultante à l'hôpital Sontgen de Dublin et elle est coprésidente de l'ISTH et du comité de la santé des femmes de l'Association européenne de l'hémophilie et des troubles connexes. Ensuite, nous donnerons la parole à Nicolas Giraud, qui est impliqué auprès de la Société française de l'hémophilie depuis 2010. Il fait partie du conseil d'administration depuis 2015 et il est devenu le premier président concerné par la maladie de von Willebrand en 2018. Après avoir complété sa formation pour devenir une ressource pour les patients, il anime des ateliers d'éducation avec les professionnels de la santé. Il a également participé à un groupe interdisciplinaire de professionnels de la santé pour créer des sessions du programme national d'autonomisation des patients et des familles atteints de la maladie de Willebrand. Nicolas a 3 enfants et il vit à Vienne, en Autriche. Il sera donc le représentant des patients dans notre panel. Baiba Zimele est membre du conseil d'administration de la FMH et présidente de la Société lettonne de l'hémophilie et de l'Alliance lettonne des maladies rares. Elle est également membre du comité sur la maladie von Willebrand du consortium européen de l'hémophilie et elle est l'une des 4 personnes atteintes de la maladie de Willebrand dans sa famille. Elle a consacré sa vie à défendre les personnes atteintes du trouble de la coagulation en Lettonie et dans le monde. Bien, je voulais commencer cette session aujourd'hui en faisant une petite introduction de la maladie de Willebrand et en vous montrant la façon dont on a élaboré ces lignes directrices. Je n'ai aucune déclaration d'intérêt aujourd'hui. Nous savons qu'il y a une centaine d'années, Eric von Willebrand, un médecin, a publié le premier rapport sur cette maladie de Willebrand. À l'époque,
on en parlait comme une pseudo-hémophilie héréditaire, et c'est parce que même si elle est très semblable à l'hémophilie au niveau de ses manifestations cliniques, elle affecte les hommes et les femmes et elle a l'air d'être reliée à l'hémophilie. Donc, la maladie de Willebrand est un des troubles de la coagulation et les plus communs. Il affecte les hommes et les femmes au niveau de l'hérédité, mais très souvent, c'est plutôt les femmes qui sont touchées à cause des problèmes de règles et d'accouchement. Il y a donc, à cause d'une baisse de l'absence des fonctions du facteur de von Willebrand, il y a un problème donc de formation de caillots et les saignements sont mucocutanés, saignements de gencives, règles abondantes, hémorragie postpartum et saignement après les chirurgies, mais en fonction de la gravité de la maladie, elle peut aussi toucher les articulations. Ce processus donc d'élaboration des lignes directrices est un des premiers travaux réalisés. Nous avons fait un travail basé sur des preuves avec une équipe qui a travaillé dans ce sens. En 2007, nous avions déjà ces directives, ces recommandations et qui avaient été publié après un panel d'experts qui avait été réuni par l'Institut national des États-Unis en consultation avec la Société américaine d'hématologie et différentes parties prenantes. La littérature, ici, ce document, vous voyez, a été publié en décembre 2017. Il a été élaboré donc en 2006. En 2015, la Fondation d'hémophilie des États-Unis a organisé un sommet sur la maladie Willebrand et les recommandations étaient une organisation bien qualifiée ou un consortium qui devrait réaliser ou élaborer de nouvelles directives pour la maladie de Willebrand. Et donc, on a commencé à travailler avec plusieurs organisations pour mettre en place ces directives que vous trouvez donc ici. Ce sont des documents sur le diagnostic de la maladie de Willebrand et sa prise en charge. Les objectifs de cette collaboration entre les différentes organisations que vous voyez ici sur l'écran et avec l'Université de Kansas et l'Université médicale étaient d'organiser de faciliter une prise en charge et un diagnostic pour la maladie de Willebrand pour contribuer à une meilleure santé des patients. Et l'objectif était d'augmenter l'accès à des tests de diagnostic appropriés, identifier des priorités de recherche et aider les patients, les soignants et les assurances médicales et autres parties prenantes pour travailler dans le domaine de la maladie de Willebrand. Donc, ce processus d'élaboration des directives a organisé un panel. Chaque panel a travaillé sur une série d'expertises, y compris des disciplines qui allaient au-delà de l'hématologie. Donc, on avait par exemple des questions liées aux obstétriciens, néphrologues, dentistes aussi appartenaient à cette équipe. Et donc, nous avons eu beaucoup d'experts qui ont travaillé avec nous et nous avons aussi inclus des patients dans ce processus parce que cela nous paraissait très important et c'est un cas unique dans ce type de ligne directrice. Nous avons aussi travaillé avec les questions liées au conflit d'intérêts pour minimiser les problèmes dans ce sens. Nous avons créé des questions, 10 à 20 questions pour chaque panel que nous avons appelé le format PICO, le modèle PICO. Donc, nous prenons une population d'intérêt, nous regardons les interventions, traitements, diagnostics, analyses, nous les comparons à d'autres traitements, analyses, diagnostics et nous regardons quel est le résultat. Par exemple, pour des patients atteints de maladie de Willebrand,
avec des histoires de saignement. Nous allons voir s'ils doivent être traités avec la prophylaxie de routine ou pas. Une synthèse basée sur les preuves. Nous avons travaillé sur les questions PICO. Nous avons utilisé une série d'aspects comme l'utilisation des ressources, la factibilité, l'acceptabilité, l'équité pour engendrer ces recommandations que vous allez trouver dans cette publication. Ici, vous voyez une diapositive avec beaucoup de données, mais c'est ce qui a été fait au cours d'une période de 45 ans. Nous avons formulé des questions, nous avons regardé les preuves, nous avons généré ce profil de preuves et vous trouvez tout cela avec la publication en ligne. Chaque publication a plusieurs centaines de pages de profils de preuves à la disposition de tous ceux qui veulent les lire. Donc, nous avons ces recommandations, ce cadre, et vous avez donc le panel au milieu qui guide le travail, des experts et des méthodologies, des experts en méthodologie. Nous avons aussi travaillé sur une enquête de cadrage. Nous avons reçu le travail d'experts de 71 pays, 601 participants. Donc, nous avons reçu leurs réponses. Ils nous disaient sur quoi nous devions nous focaliser davantage. Leurs conseils étaient importants. Nous avons aussi publié ces informations sur le site de travail et sur la plateforme de travail. Une fois que nous avons eu toutes ces recommandations, nous avons fait un appel à commentaires publics. Nous avons reçu des réponses. Une centaine de pays ont commenté cette version préliminaire venant de ces personnes qui commentaient venaient de 38 pays et envoyaient leurs recommandations. Quand on regarde ces recommandations, on voit des recommandations fortes et des recommandations conditionnelles. Du point de vue des patients, pour les recommandations fortes, ça veut dire que la plupart des individus vont vouloir cette intervention et au niveau des cliniciens, ils vont les recevoir. Pour les patients, la majorité, en cas de recommandation conditionnelle, la majorité voudrait cette intervention, mais d'autres non. Pour les cliniciens, pour les médecins, ça dépend des choix. Pour les décideurs politiques, c'est quelque chose qui doit être adopté comme politique ou est-ce que cela doit être débattu parmi les parties prenantes. Donc, le contexte des lignes directrices, il s'agissait de panels qui avaient une perspective de ressources élevées. Nous n'avions pas accès à toutes ces thérapies, mais nous voulions dire, dans un monde idéal, quels seraient les meilleurs soins, la meilleure prise en charge possible, avec des efforts de plaidoyer, un travail de politique, essayer de travailler pour que les pays aillent vers cet objectif. Nous avons travaillé avec un terme qui s'appelle adolopment, qui veut dire adaptation, adoption et développement de nouvelles directives, de façon à adapter ces lignes directrices dans les régions et essayer de voir quels sont les domaines qui sont des recommandations complètement nouvelles et qui doivent être donc analysées. Il est important aussi de reconnaître que les panélistes de patients étaient des membres qui votaient, qui avaient le droit de vote aussi dans ce travail dont je vous parle d'élaboration des lignes directrices. Ici, vous voyez le panel de diagnostic de von Willebrand. Je veux remercier le docteur Paula James, qui était la coprésidente clinique de ce travail et qui a été, et Nathan aussi qui nous a suivis. Nous avons ici le panel de prise en charge de la maladie de Willebrand. Ici, vous voyez donc les différents membres de ce panel et le docteur Mustapha a travaillé dans ces deux panels pour coordonner les efforts des deux panels. Ici, derrière la scène, il y avait aussi une équipe de méthodologie avec beaucoup de personnes qui ont révisé la littérature, la bibliographie médicale, qui ont fourni des informations que nous avons pu utiliser ensuite et faire figurer dans les recommandations. Le diagnostic de la maladie de Willebrand. Alors, des outils d'évaluation des saignements, des méthodes pour l'activité de liaison des plaquettes, qu'est-ce que le diagnostic et quel seuil de diagnostic doit être utilisé pour le type 1 de Willebrand,
quel est le diagnostic pour le type 1C de Willebrand, ensuite les différents dosages et les seuils diagnostiques pour le type 2 de Willebrand, la prise en charge de la maladie de Willebrand comprend la prophylaxie, l'utilisation de desmopressine, les essais, la thérapie antithrombotique, la prise en charge des chirurgies mineures et majeures. Il y a une section spécifique sur la gynécologie pour donc les ménorragies et il y a toute une série de questions liées à la partie des postpartum, hémorragie postpartum et la partie dentaire. Bien, nous allons passer maintenant à la discussion sur ces lignes directrices. Je voudrais me focaliser d'abord sur les principales recommandations qui étaient le seuil diagnostique. En 2007, il y avait déjà une recommandation qui était moins de 30%. Et notre question PICO était pour les questions qui avaient des problèmes, des analyses anormales dans lesquelles on soupçonnait un type 1 de von Willebrand. Est-ce que c'était pour vous mieux moins 30 ou moins 50%? Et la recommandation était, le panel recommandait moins de 30, quels que soient les saignements. Et pour des patients qui saignaient moins de 50. Donc, c'est important. Cela a eu un impact important. Nous avons aussi analysé tout ce qui concerne les normes, les plages normales qui devaient être utilisées dans les cas où on avait moins de 50. Il fallait reconnaître aussi que toutes les analyses pouvaient avoir des impacts sur les interprétations et le diagnostic. Il y a eu 9 études qui ont été faites, qui ont analysé les problèmes de niveau de corrélation de niveau entre les réactifs et les diagnostics. Il y a eu une séquence avec des fréquences de variants. Ici, vous voyez le pourcentage d'individus qui ont une mutation génétique de VWF ont commencé à augmenter quand on augmente à plus de 50%. Et en général, ce sont des patients qui ont des mutations génétiques. On a aussi constaté que les patients entre 30 et 50 avaient des niveaux de saignement supérieurs. Et on constate que beaucoup de patients qui ont des niveaux plus bas n'ont pas de phénotype de ce type. Mais on voulait s'assurer qu'ils aient accès à la thérapie. Donc, c'était un domaine de discussion entre 40 et 50 ans et même jusqu'à 60 ans. Et le panel a décidé de 50 et on a pensé qu'il fallait faire davantage de recherches sur ce diagnostic et sur ce. Donc, il faut ne pas manquer le diagnostic, surtout chez les patients qui saignent, et éviter le surdiagnostic chez les patients qui ne saignent pas. En dépit d'incertitude, le panel a décidé d'une forte recommandation pour deux raisons. Ils vont assurer un diagnostic spécifique, surtout pour assurer l'accès aux soins pour ceux qui ont un phénotype de saignement et pour garantir la coïncidence ou l'uniformité internationale. Spécifiquement, nous avons demandé des données spécifiques pour les patients avec des niveaux de facteurs de von Willebrand entre 0,30 et 0,60, y compris les résultats pour les saignements avec des interventions et la prévalence d'un trouble des saignements concomitants. Et la corrélation en tenant compte d'un phénotype des saignements plus fort. Il faut comprendre pourquoi les patients peuvent avoir des symptômes de saignement et comment ça se manifeste chez la famille pour avoir plus des informations sur les phénotypes et l'héritage génétique. Il y a d'autres recommandations diagnostiques clés liées aux outils d'évaluation de saignement. Nous recommandons s'il y a une basse probabilité de maladie de von Willebrand, surtout dans les contextes des soins primaires, nous recommandons un outil d'évaluation de saignement validé et nous fournissons une recommandation conditionnelle en utilisant de nouveaux essais qui mesurent l'activité d'union plaquettaire
vous pouvez les voir sur la diapo. Sur l'essai de cofacteur de ristotécine, parce que c'est plus difficile d'évaluer les résultats et d'obtenir des résultats plus fiables avec ce dernier essai. Et finalement, il y a des algorithmes qui ont été publiés, par exemple, à travers l'utilisation d'outils d'évaluation des saignements. On doit penser aux niveaux qui doivent être considérés 30, moins de 50 et moins de 30. Et une évaluation spécifique des ratios pour la maladie de von Willebrand type 2, si on pense par exemple à la maladie type 1C, reconnaître le diagnostic chez les patients avec des niveaux de facteurs de von Willebrand normaux et les subtypes de type 2. Il y a aussi d'algorithmes plus détaillés qui évaluent par exemple les types de N et d'autres types de la maladie plus spécifiques. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à la docteure Michelle Lavigne. Elle va parler des lignes directrices de prise en charge. Merci beaucoup, Nathan. C'est fantastique d'avoir la possibilité de vous parler. Je voudrais répéter l'enthousiasme de Nathan par rapport à ces directives. Après une longue période de discussion, maintenant nous pouvons le présenter auprès des gens qui souffrent de la maladie de von Willebrand. Ils vont bénéficier de ce travail. Voilà mes conflits d'intérêts. Et par rapport à la prise en charge de la maladie de von Willebrand, je vais réviser les aspects clés de la ligne directrice, saignement général, gestion chirurgicale, règles abondantes et grossesse et vieillissement. Donc, on va commencer avec les options de traitement pour la maladie de von Willebrand. Je vais y faire référence à travers la présentation. Probablement, vous avez déjà été traité avec ces médicaments azithromycin et administrés dans des tablettes ou de manière intraveineuse. Et nous avons c'est voilà le traitement de stabilisation, la desmopressine qui se connaît aussi comme DDAVP est administré de manière intraveineuse. Et ce médicament est déjà disponible intranasal, de manière intranasale, donc c'est une autre manière d'administrer. C'est un médicament qui ne va pas aider tous les patients à répondre. Voilà, il y a une autre possibilité, la thérapie de remplacement de facteurs et les thérapies hormonales et de fer, par exemple. Ces thérapies sont très importantes si on commence à développer un déficit en fer, par exemple, à cause de la maladie et surtout à cause des règles abondantes. Donc, si on commence avec les directives en matière des symptômes des saignements général dans la maladie de von Willebrand, les premiers points des directives et peut-être la question la plus importante qui a surgi du sondage parmi les patients, c'est la question de la prophylaxie. Quel est le rôle de la prophylaxie dans la maladie de von Willebrand? Bien que la prophylaxie est bien établie dans le traitement de l'hémophilie, nous avons retrouvé que chez les patients avec la maladie de von Willebrand, et c'est difficile pour eux d'obtenir ou d'avoir accès à la prophylaxie. Donc, sur la base de l'évidence, nous avons recommandé que chez les patients avec cette maladie, avec des antécédents, des saignements sévères et fréquents, la directive suggère l'utilisation de prophylaxie à long terme sur la prophylaxie, sur les manques de prophylaxie. Donc, il faut évaluer le besoin de prophylaxie de manière régulière, bien sûr, mais on espère que ces directives vont fournir plus de soutien pour les physiciens qui veulent que leurs patients aient accès à la prophylaxie pour le traitement de leur maladie. Si on considère les questions fondées sur l'évidence, c'est difficile d'émettre une seule recommandation. Il y a eu un essai randomisé qui a comparé la prophylaxie avec le placebo, 5 études analyses avec une comparaison explicite entre pré- et post-prophylaxie, la quantité de saignements pré- et post-prophylaxie.
et 8 essais avec une comparaison implicite entre pré- et post-prophylaxie. Ces résultats sont disponibles, comme Nathan vient de le dire, dans le site web, le site Internet que vous pouvez voir sur la diapo. Dans les domaines d'autres traitements, les essais avec DDAVP, peut-être que vous les connaissez déjà, il faut s'inscrire, avoir un échantillon de son, avoir une administration de DAVP et puis un autre échantillon de son pendant la journée. Donc, ça va prendre 4 heures. Il y a certains centres qui vont utiliser un échantillon de 24 heures. Donc, on s'est demandé qui a besoin d'un essai de DAVP chez les patients avec la maladie type 1, avec des niveaux de facteurs de moins de 30%. Et ces individus devraient continuer à recevoir de la desmopressine. Et c'est quelque chose qui doit être fondé sur les résultats. Donc, il faut bien décider si on peut continuer à utiliser la desmopressine. C'est parce que dans ces groupes avec ce type de patients de moins de 30%, ils peuvent avoir des réponses très différentes. On ne peut pas garantir une réponse à la desmopressine. Donc, il faut établir clairement la situation de chaque patient. Euh, voilà un nouveau changement chez les adultes qui ont la maladie type 1 et avec un niveau de 35-50%, on peut le considérer comme une maladie de von Willebrand basse. On peut présumer ou supposer que ce sont des répondeurs à la desmopressine. Donc, il n'y a pas besoin d'un essai. Et il faut confirmer la réponse au moment de la première utilisation, par exemple, avant une intervention. Chez les enfants, les réponses peuvent être plus variables, donc c'est très important de considérer l'utilisation d'un essai de DDAVP chez les enfants. Et cette table peut être un peu confuse par rapport à ceux qui peuvent ou ne peuvent pas utiliser la DDAVP. Par exemple, chez les patients type 1, avec 30 et 50, entre 30 et 50%, les adultes vont répondre et les enfants n'ont pas besoin, vont avoir besoin d'un essai. Si on a moins de 30%, il faut avoir un essai. Chez les patients avec la maladie type 2, les réponses ont tendance à être partielles ou absentes. Donc, on peut avoir un petit saignement, mais avec type 2B, par exemple, on ne peut pas utiliser la desmopressine parce que cela peut empirer la situation plaquettaire. Par rapport à la prise en charge, la chirurgie, si on considère les lignes directrices du passé, par les passés, on a utilisé différents seuils. Par exemple, il y a eu quelques directives qui ont utilisé le facteur 2 ou l'activité du facteur de von Willebrand ou ARSTO et les seuils ont différé selon la chirurgie majeure ou mineure. Après la révision de l'évidence, on recommande que on utilise, on suit l'activité de facteur 8 et l'activité de facteur von Willebrand. Et selon l'intervention, les niveaux doivent être supérieurs à 50% pendant 3 jours. C'est pour les chirurgies longues ou majeures. Pour les interventions mineures, les panels utilisent, suggèrent l'utilisation d'acide tranexamique pour réduire le risque. Et si les niveaux, par exemple, chez les patients avec la maladie de type 1 et les niveaux sont supérieurs à 30% ou 50% et le phénotype est des saignements mineurs et les interventions seront mineures et muqueuses, on suggère acide tranexamique seul. Et dans les directives, pour les patients on doit considérer le risque individuel. Pour les patients avec un risque supérieur de thrombose, on peut désirer d'éviter la combinaison des niveaux de facteur 8 et de von Willebrand augmentés prolongés et l'utilisation prolongée d'acide tranexamique. Qu'est-ce qui se passe avec les règles abondantes, leur prise en charge?
Je vais la résumer de manière illustrative. En premier lieu, est-ce que cette femme a des intentions de tomber enceinte? Si la femme n'a pas des intentions de tomber enceinte, on doit choisir entre la thérapie hormonale, comme par exemple la pilule contraceptive ou les dispositifs intra-utérines, ou par exemple azithromycin. C'est quelque chose qui est recommandé sur la DDAVP. Si on a des intentions de tomber enceinte, les options sont plus limitées parce qu'on ne peut pas utiliser la thérapie hormonale. Donc, on suggère l'utilisation d'acide tranexamique sur la DDAVP. Et voilà le guide surtout et les directives qui sont importantes aussi dans ce cas-là. Je crois que c'est aussi important de mentionner que si les patientes ont des règles très abondantes qui ne répondent pas au traitement actuel, il faut considérer les critères de prophylaxie, la définition entre saignements sévères et fréquents. Par exemple, il faut considérer la définition de prophylaxie si les autres traitements n'ont pas bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la grossesse et le travail? Qu'est-ce qui se passe avec l'anesthésie spinale chez les patients? Si par exemple les niveaux sont entre 50 et 150%, euh, à cause de le manque de l'utilisation de l'anesthésie épidurale, le panel a suggéré cibler une activité de facteur de Will-Brandt entre 50 et 150% sur l'activité, le niveau d'activité de 150% pour permettre l'anesthésie neuraxiale. Maintenant, le panel de directives a suggéré l'utilisation de l'acide tranexamique pour la maladie type 1 et le niveau bas de facteurs de von Willebrand. C'est quelque chose qui s'applique aussi au type 2 et 3 pendant la période de postpartum. Et voilà la recommandation que nous avons en cette matière et c'est fondé sur la base certainté de l'évidence. Donc, c'est une recommandation conditionnelle. Nous considérons les bénéfices augmentés pour les femmes dans ces cas-là. Sur le plan de vieillissement, voilà la directive des diagnostics, mais cela nous mène à la prochaine question. Est-ce que l'on peut dépasser l'âge de la maladie de von Willebrand? Nous savons qu'avec le vieillissement, les comorbidités peuvent augmenter quelques niveaux de facteurs de von Willebrand. Donc, si les niveaux sont moins de 50, on continue à avoir la maladie de von Willebrand. Donc, le diagnostic doit être considéré versus d'autres questions. Si on a de la maladie de Willebrand confirmée type 1, et on a des niveaux qui se sont normalisés avec l'âge. L'association entre les niveaux de facteurs de Willebrand augmentés et les symptômes des saignements n'est pas encore établie. Donc, les individus peuvent continuer à avoir besoin de recevoir un traitement bien qu'ils sont déjà des personnes âgées. Donc, puisque la population n'est plus âgée, ils peuvent avoir besoin d'utiliser des traitements antiplaquettaires. Donc, si on a besoin de prendre de l'aspirine avec des décennies, de ne pas avoir utilisé l'aspirine, chez les patients avec la maladie de von Willebrand et des maladies cardiovasculaires qui ont besoin d'un traitement avec des agents antiplaquettaires, les panels suggèrent la thérapie anticoagulante versus le manque de traitement. Et c'est important de réévaluer le risque des saignements. Il y a quelques déclarations de pratiques qui sont importantes en ce domaine. Il faut avoir une décision multidisciplinaire. Il faut éduquer les patients sur les risques, sur les bénéfices. Donc, pour que les patients peuvent avoir un processus de prise de décision informé et partagé.
La prophylaxie peut être nécessaire selon le phénotype des saignements ou le niveau de base de facteurs de von Willebrand. Et les patients avec une maladie cardiovasculaire ne sont pas appropriés pour recevoir la DDAVP. Donc, comment ces directives changent la pratique? Nous avons de nouveaux seuils diagnostiques type 1 et 2 et pour les deux types de la maladie, il n'y a pas d'essai de DAVP recommandé pour les patients qui ont un facteur bas, surtout dans la gamme 30 et 50%. Et cela clarifie le suivi post-opératoire et cela encourage l'utilisation de prophylaxie et cela souligne l'importance d'avoir une approche individualisée pour l'utilisation antiplaquettaire, par exemple, surtout chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires. L'utilisation de l'acide tranexamique postpartum est un nouveau changement et nous supposons que cela va avoir un impact sur les effets des patients. Les limitations des directives, on essaie de couvrir 7 sous-types de la maladie de von Willebrand dans 10 questions de prise en charge. Mais nous sommes limités par le manque des recherches. Donc, on n'a pas de grandes cohortes pour fournir des données pour la prise en charge de la maladie. Mais nous avons des sondages qui vont nous aider à aborder ou affronter les questions plus importantes autour de la maladie. Il y a des domaines d'intérêt clés pour avancer avec ces questions et fournir plus d'éclaircissements pour nos prochaines recherches. Il n'y a pas de recommandations fortes sur ces directives, mais toutes les données disponibles ont été bien révisées et elles ont été considérées comme partie des recommandations. Quels sont les bénéfices? Les personnes qui appartiennent à ces directives appartiennent à tous les niveaux, non seulement les gens avec la maladie, mais aussi scientifiques des bases, cliniciens, méthodologistes de recherche qui ont obtenu des décisions cohérentes pour les recommandations. On a aussi souligné les brèches dans la recherche, la connaissance de la maladie et nous espérons que les directives vont aider les gens avec la maladie à avoir accès aux soins. Et il faut avoir des recommandations qui soient indépendantes de l'engagement de l'industrie pharmaceutique et il faut avoir la participation de multiples organisations et des objectifs similaires. Donc, par exemple, la FMH, les IHTC et les fondations d'hématologie, toutes ont des objectifs semblables pour avancer avec la prise en charge de ces patients. Et je crois que Nathan a signalé où est-ce qu'on peut retrouver ces directives, mais ces directives sont disponibles pour tous et ils sont disponibles aussi dans différentes langues. Donc, je vais redonner la parole à Dr. Nathan. Merci. Merci, docteur Lavin. Nous allons maintenant donner la parole à Nicolas, qui est le président de la Société française d'hémophilie. Bonjour à tous. Comme Nathan l'a dit, j'étais un participant, j'étais un patient dans le panel de recommandations et on m'a demandé de présenter ce webinaire. On m'a demandé à quel niveau est-ce qu'il y a eu des améliorations et quels sont les doutes qui existent encore. Donc, pour répondre à ces 3 questions qui m'ont été posées, et donc, est-ce que ce processus innovant inclut la voix des patients? Première question. La façon dont ce processus a permis d'associer différentes entités, différents groupes et différentes parties prenantes. Seulement cela, je dirais, ce consortium de différentes entités est un point qui est très important déjà.
Et puis, le fait qu'il y ait des patients qui participent aussi à ce panel de recommandations et au niveau du diagnostic et au niveau de la prise en charge, et qu'il y ait 4 patients dans chacun de ces panels me paraît aussi un point de grande importance et tout à fait innovant, hein. Et je crois qu'il faut souligner aussi les efforts qui ont été faits pour inclure la voix des patients dans ce processus. Ça a été un long processus, hein. Ça n'a pas été facile, je dois le dire. Et le fait d'entendre les patients, hein, et il y a eu différents échanges à différents niveaux, nationaux, internationaux. On a commencé à travailler en 2007. On a travaillé avec la Fondation nationale d'hémophilie qui a longuement réfléchi, qui a organisé un événement sur la maladie de Willebrand en 2014. Et en 2016, il y a eu le congrès mondial qui a eu lieu en Floride. Et il y a eu aussi un encouragement de la part de la FMH pour qu'il y ait des patients dans ce panel, hein. Et donc, il y a eu un panel qui a été créé pour la maladie de Willebrand, mais il n'y avait pas de panel de patients pour la maladie de Willebrand. Donc, ce panel a été créé à ce moment-là et je crois que c'était finalement une grande chance, une bonne conjonction d'éléments qui a permis de travailler dans ce sens. Donc, ça demandait beaucoup d'efforts, mais c'est arrivé finalement et je crois que le résultat est un excellent résultat. Et regardons un petit peu comment ce processus a été réalisé. Quand on m'a demandé, cela a été présenté à l'origine comme des directives mondiales pour la maladie de Willebrand. Et quand j'ai regardé les personnes qui participaient au panel au niveau des diagnostics, au niveau de la prise en charge des deux côtés professionnels et patients, la plupart d'entre eux venaient de pays de bon niveau économique, hein. Et à mon avis, cela ne reflétait pas les directives mondiales. Et je dois aussi dire qu'en tant que patient, j'étais le seul homme. Et on sait que la maladie de Willebrand affecte de la même manière les hommes et les femmes. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la situation telle qu'elle était. La deuxième question que je me suis posée à l'époque, c'était est-ce que ces recommandations concernant la maladie de Willebrand vont avoir une longue portée, hein. On doit les comparer à d'autres recommandations qui sont importantes aussi pour nous, qui sont celles concernant l'hémophilie. Si vous regardez l'année dernière, en 2020, la FMH a édité la 3e édition des lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie, la 3e édition, hein. Donc, vous vous rendez compte que chaque pays avait ses propres lignes directrices pour l'hémophilie. Et quand on regarde la maladie de Willebrand et les directives dans ce sens, on pourrait compter ces recommandations sur une main ou sur 2 mains, donc une vingtaine, mais c'est très peu, hein. Donc, à ce propos, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'était quelque chose de nécessaire, hein. Cela signifie aussi que cela n'est pas terminé. Cela commence et nous avons la possibilité de continuer à adapter ces différentes directives en fonction des profils, hein. Et la prochaine question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces recommandations peuvent être appliquées partout dans le monde? Comme Nathan l'a dit au début, hein, nous savons que nous ne vivons pas dans un monde parfait, hein. Et le sondage que j'ai réalisé, hein, et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de réponses, principalement des réponses venant de pays économiquement mieux placés. Donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses. Et cela, c'était aussi pour les patients et pour les soignants. Donc, nous devons adapter ces lignes directrices à d'autres profils pour les pays en voie de développement parce que leurs moyens sont différents et les diagnostics sont plus compliqués à réaliser. C'est un long processus et c'est un processus difficile. Cela veut dire que des fois, les ressources ne sont pas et n'existent pas. Comment aider, comment prendre en charge des personnes qui ont de grosses difficultés à être d'abord diagnostiquées, hein.
Donc voilà, et ici nous voyons les limitations qui existent aujourd'hui dans le domaine de la maladie de Willebrand au niveau mondial. Je suis dans une situation un peu difficile parce que j'ai l'impression d'être très négative. Je ne veux pas être négative parce que je pense que c'est un excellent travail qui a été réalisé et je remercie tous ceux qui y ont participé. Mais je pense que c'est juste le début. Ce n'est qu'une première approche. Nous avons besoin de beaucoup travailler encore pour adapter ces lignes directrices aux différents pays, aux différentes approches, parce que la maladie de Willebrand est une maladie compliquée. Nous devons adapter donc ces lignes directrices aux réalités du terrain pour pouvoir vraiment et atteindre les personnes qui en ont besoin. Et je dirais aussi que en ce qui concerne les lignes directrices, hein, c'était quelque chose que les patients attendaient depuis longtemps, mais aussi les professionnels de la santé. C'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Les professionnels de la santé ont besoin de ces outils. Ils en ont besoin pour diagnostiquer, pour prendre en charge les patients au quotidien. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut conserver au niveau de ces recommandations. C'est une première étape. Beaucoup de travail a été fait. Ça n'a pas été facile. Je vous le confirme, hein. Parfois, j'avais l'impression que mon cerveau était en ébullition, hein. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il nous faut voir ces recommandations, essayer de les appliquer, de les adapter dans chaque pays, dans chaque situation, ce qui n'est pas facile parce que ce sont des situations compliquées, on le sait. Et je pense que nous avons tous la volonté de diffuser ces recommandations, de les adapter de façon à être sûr que tout le monde pourra les utiliser, tant les patients que les professionnels de la santé. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, Nicolas. Nous allons maintenant donner la parole à Baiba Zimeli pour sa présentation. Bonjour à tous, je suis Baiba et je suis la première personne atteinte de la maladie de Willebrand et qui appartient au conseil de la FMH. Je voudrais présenter ici quelques points dans cette discussion. Prochaine diapositive. Donc, il y a différentes choses qui peuvent changer la façon dont vous considérez la maladie de Willebrand en général. Première chose, l'évaluation des symptômes, les différents outils qui nous permettent d'évaluer ces symptômes. Et ici, donc, nous avons une très bonne solution en tant que patient et en tant que soignant. Comment est-ce que l'on peut classer et comprendre si le saignement d'une personne doit être considéré comme quelque chose lié à la maladie de Willebrand? Parce que beaucoup de nos patients ont des situations dans lesquelles leurs symptômes sont négligés lorsque quelqu'un dit «Oh non, vous ne saignez pas, vous n'êtes pas atteint d'une maladie de l'hémophilie, par exemple, hein.» Donc, il faut souligner l'utilisation de ces outils d'évaluation des saignements et que cela a été souligné dans les lignes directrices, c'est quelque chose de très utile qui peut nous permettre d'avoir des bonnes recommandations nous permettant d'évaluer les symptômes, savoir si ce sont des symptômes graves ou si ce sont des symptômes avec lesquels on peut cohabiter, hein. Par conséquent, ces symptômes, hein, sont importants et vont nous indiquer si vous avez besoin du traitement ou pas, hein. Donc, par exemple, est-ce que la prophylaxie, hein, va être utilisée pour une personne qui saigne beaucoup? Peut-être que vous saignez beaucoup et peut-être que la personne qui s'occupe de vous ne comprend pas, ne vous croit pas et ne sait pas qu'il s'agit d'une maladie de Willebrand et que vous avez besoin du facteur de Willebrand, hein. Donc ici, nous avons un outil qui nous permet d'évaluer ces situations. Prochaine diapositive. Ici, j'ai mis l'accent sur le fait que, par exemple, hein, pour beaucoup d'entre nous, j'ai parlé avec des personnes atteintes de maladie de Willebrand dans le monde entier, beaucoup on nous dit que vous avez un niveau de facteur qui n'est pas suffisamment bas et que ce n'est pas un problème. Ici, vous voyez les niveaux de facteurs de Willebrand qui permettent de diagnostiquer la maladie de Willebrand. Et aujourd'hui, on en a parlé, l'intervenant prévenant l'a dit,
l'intervenant préalable l'a dit, quelqu'un qui a moins de 50% de facteurs de Willebrand dans son sang, hein, la première chose qu'il faut évaluer, c'est l'utiliser l'outil d'évaluation et voir si cette personne a les niveaux de facteurs le plus bas dans son sang ou pas. Cette personne a peut-être besoin de traitement, hein, en fonction de ce diagnostic. Et puis, ces directives nous parlent du type de traitement en fonction de la situation, hein. Pour nous, et en tant que organisation membre, hein, nous voyons ici, hein, ces lignes directrices et les utiliser. Je les ai envoyées au ministère de la Santé, aux différentes ONM, et ils travaillent sur la façon de fournir des traitements. Parce que, comme Nicolas l'a dit, beaucoup de pays ont quelques précisions sur la maladie de Willebrand, mais ici, vous avez quelque chose d'unique qui est destiné au monde entier et qui peut être adapté aux situations locales. Et pour moi, en tant que leader des membres des ONM, ça a été très difficile aussi quand j'entendais quelque chose au niveau international. Quand on voulait recueillir les évidences, hein, pour les présenter au ministère, hein. Ici, donc, nous avons ces directives qui ont fait ce travail, qui nous permettent d'être présentés au gouvernement pour leur demander d'établir et de mieux travailler dans notre environnement national. Et le dernier point, ce sont des choses qui me paraissaient importantes, hein. Lorsque je lisais ces directives, j'ai pensé que pour beaucoup de gens, c'est très facile de comprendre les termes, les conditions, mais pour moi, il est très intéressant de voir que nous avons des questions liées à des définitions telles que chirurgie mineure, chirurgie majeure, hein. Lorsque on a des premiers saignements et qu'on pense que ces saignements vont s'arrêter, qu'on n'a pas besoin de traitement, grâce à ces directives, on a des descriptions de ce que sont des saignements fréquents, hein, et cela nous permet d'améliorer la situation des patients dans leur dialogue avec les soignants. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se disputer, hein, pour savoir si c'est des saignements graves ou pas. Donc, je suis optimiste et je pense que le monde entier va apprécier le travail réalisé par notre équipe, hein, et nous allons pouvoir aider ces personnes atteintes de la maladie de Willebrand dans le monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Baïba. Bien, je voulais prendre quelques minutes pour vous dire que vous trouverez beaucoup d'informations venant de la FMH et sur le site de la FMH, vous trouverez énormément d'informations. Vous voyez l'adresse du site de la FMH sur l'écran. Vous trouverez donc ces lignes directrices de la maladie de Willebrand sur ce site. Il y a aussi différents webinaires de formation, hein, et vous avez aussi des synthèses pour vous permettre de savoir ce que font ces lignes directives. Il y a des traductions dans différentes langues. Donc, tout cela, vous le trouverez sur le site Internet de la FMH. Je voulais aussi vous parler de l'appel à l'action de la maladie de Willebrand, hein. Donc, nous voulons promouvoir les soins adéquats et les traitements de personnes atteintes de maladie de Willebrand. Nous avons déjà 48 ONM qui se sont engagés et qui se sont inscrites pour suivre ce travail. Donc, si vous avez besoin de davantage d'informations, vous pouvez rentrer de nouveau sur le site de la FMH dont vous voyez l'adresse ici et chercher donc cet appel à l'action. Bien, et maintenant, nous allons passer aux questions et aux réponses. Nous avons le temps. Nous allons consacrer une demi-heure à ces questions et ces réponses. Donc, n'hésitez pas à soumettre les questions dans la case de questions et de réponses en bas de votre écran. Nous avons des questions qui ont été présentées aussi lors de l'inscription de nos participants, hein. Donc, je vais maintenant demander aux différents panélistes d'allumer leur caméra, voilà. Et
je crois que nous allons directement passer aux questions qui ont été envoyées au préalable. Donc, la première question, je vais la poser au docteur Lavin. Et une des questions que nous avons reçues était combien de temps est-ce qu'on doit utiliser, pendant combien de temps est-ce qu'on doit utiliser l'acide tranexamique pendant la période postpartum? Michel, au micro, oui, nous recommandons 10 à 14 jours et si vous êtes en Europe et que vous utilisez les comprimés qui existent, ce sera 1 gramme 3 fois par jour. Si vous êtes aux États-Unis, c'est différent. Vous avez un traitement 3 fois par jour et je dirais entre 10 à 14 jours après l'accouchement. Si les saignements augmentent, il faut analyser la situation. En tout cas, les femmes peuvent recevoir ce conseil donc de prendre ce traitement pendant 2 semaines et peuvent aussi ajouter une semaine de plus si les saignements augmentent quand elles arrêtent l'acide tranexamique. Et à ce moment-là, elles doivent contacter leur centre pendant le week-end s'il y a un problème de ce type. Merci beaucoup, Michel. Maintenant, nous avons une question pour tous les panélistes et je vais commencer peut-être par Bye Bye Nicolas parce que j'aimerais entendre leur réponse à cette question. Et donc, la question était, on a parlé des recommandations qui peuvent améliorer la vie des personnes atteintes de maladies de Willebrand, mais quelles étaient les recommandations qui vous ont paru les plus importantes lorsqu'elles ont été publiées, lorsque ce guide, ces lignes directrices ont été publiées? Et bye au micro. J'étais très contente lorsque j'ai vu ces documents et je voulais vraiment le traduire, le présenter aux habitants de mon pays. J'ai beaucoup aimé l'index qui vous montre comment diagnostiquer, les tableaux qui vous montrent comment diagnostiquer, quels sont les points les plus importants. Pour moi, c'est très important parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à savoir quel type de maladie de Willebrand j'avais. Et puis, c'est une situation que je connais aussi parce que j'ai eu des hémorragies postpartum. Et donc, il y avait différents médicaments qui sont recommandés ici, qui me paraissent très utiles. Et j'essaye de diffuser tout cela et de le mettre à la disposition des femmes qui en ont besoin. Donc voilà, je crois que pour moi, dans mon cas personnel, c'était les 2 points les plus importants. Merci. Nicolas, allez-y. Nicolas au micro. Bien, je dirais que ce n'est peut-être pas une question facile, mais ce que je peux vous dire, c'est que surtout au niveau du diagnostic, mais aussi de la prise en charge, l'introduction de cette notion de prendre des décisions de manière partagée, parce que vous savez, les professionnels de la santé, ils aiment bien vous mettre dans des cases, ils aiment bien cocher les cases. Mais la maladie de Willebrand, ce n'est pas une maladie comme cela. Il y a beaucoup de choses. Et donc, je crois que c'est un message important pour les patients d'avoir la possibilité de participer à la prise en charge, parce que ce n'est pas un traitement qui est adapté à tous. Je crois que c'est quelque chose que nous avions demandé, que nous avions exigé, et je suis heureux de voir que cela figure dans ces directives. Et puis, ces panels de recommandations aussi permettent d'avoir une notion cadrée de prophylaxie. Quand introduire la prophylaxie, comment, de quelle manière, parce que c'était aussi une zone grise pour les soignants et pour les patients aussi. Donc, je crois que ce cadre est très utile et c'est pour ça que je pense que j'en suis vraiment très heureux. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de voir ces développements dans les directives. Oui, en termes, ce que j'ai aimé des directives, c'est que Nicolas vient de dire. Nous avons une approche standard que tous les cliniciens considèrent. On considère les risques, les bénéfices, mais puis on a vu une partie très importante dans la question de l'équité de l'accès. Et je pense que c'est magnifique ça.
Comment est-ce que les recommandations vont avoir un impact sur un patient individuel qui doit avoir accès aux soins? Euh, Si nous recommandons un médicament extrêmement cher, ce n'est pas équitable. Mais si on peut, par exemple, améliorer la prise en charge à travers des changements simples et des médicaments bon marché, par exemple, c'est encore mieux. Et ça fait partie de la considération de toutes les questions. Et j'espère que cela soit reflété dans le monde réel. Euh, En matière de deux recommandations que j'ai mentionnées, la prophylaxie et l'acide tranexamique, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes chez les patients et chez les médecins sur si il faut avoir accès à la prophylaxie, si on doit utiliser la prophylaxie. Par exemple, par exemple, les médecins ont dit aux patients qu'ils n'ont pas besoin de la prophylaxie, mais je pense que c'est bien d'encourager l'utilisation de la prophylaxie. Pour l'acide tranexamique et la période postpartum, c'est extrêmement important d'incorporer cela parce que on a mentionné cette question pendant toutes les conférences, s'il faut l'utiliser ou bien non. Et on a eu des doutes, mais quand on a révisé les données, la perception de risque est bas, mais le bénéfice perçu est haut. Si on considère l'utilisation de l'acide tranexamique pour la prévention de l'hémorragie postpartum et prépartum, c'est très important. Nous savons que les femmes avec la maladie de Von Willebrand ont un risque très haut de saignement le travail, après l'accouchement et quand elles reviennent chez elles. C'est bien d'avoir travail en toute sécurité et surtout postpartum, quand les femmes retournent à leur maison. Merci. Je dirais que j'ai trois favorites, trois questions favorites. Deux sont dans le domaine de la diagnostic et la valeur limite de 30 versus 50. Donc, cela nous permet de faire une déclaration très forte par rapport aux valeurs limites pour qu'il faut avoir accès pour toutes et tous. Une autre chose que j'ai vue comme une recommandation en matière de l'utilisation de GPBM1, euh, tous qui ont utilisé les essais de cofacteurs ont lutté par rapport à comment on fait l'essai, quelle est la précision, est-ce qu'il y a des polymorphismes génétiques auxquels les gens répondent. Pour la prise de décision médicale, une des choses les plus importantes, c'est de savoir que l'on va envoyer un test qui est fiable et précis. Donc, je pense que c'est très important de considérer cela, surtout pour moi aux États-Unis où l'accès est assez limité. Donc, nous espérons de pouvoir utiliser cet essai et le plaidoyer pour avoir accès à ce type d'essai. Et j'étais très heureux de voir les évaluations de prophylaxie. C'est pour un sous-conjoint, sous-ensemble des patients que la prophylaxie peut avoir un bon impact sur leur qualité de vie. Donc, j'étais très ravie de voir l'inclusion de la prophylaxie dans les recommandations. Eh bien, même chez les patients qui n'ont pas besoin des prophylaxies, connaissent quelqu'un qui pourrait avoir un bénéfice à partir de la prophylaxie. Donc, c'est une recommandation très importante. Si on passe à la prochaine question qui est apparue, je veux m'assurer de couvrir, de répondre à ces questions. Je vais demander à la docteure Lavigne. C'est sur la question d'implante sous-dermique. Est-ce que l'on recommande l'utilisation de ce type de contraception pour les femmes pour éviter la grossesse et pour améliorer les règles? Donc, les implants, est-ce qu'ils sont mieux? Oui, c'est la question, c'est pour moi, n'est-ce pas? Oui, les implants. Donc,
Dans le domaine des implants, il y a deux questions. D'un côté, l'effectivité pour la contraception et puis comment cela affecte les règles abondantes. Si il y a des directives vraiment excellentes le College of Obstetrics and Gynecology du Royaume-Uni. Ils ont mené une étude sur la santé reproductive et sur tous les types de méthodes contraceptives, non seulement pour les gens qui ont la maladie de Von Willebrand. Par rapport aux règles abondantes, il n'y a pas d'évidence pour savoir s'il y a un impact sur les règles abondantes. Donc, la licence n'existe pas encore pour utiliser ce médicament pour éviter les règles abondantes. Ce que l'on sait, c'est que c'est une grande efficacité au moment de prévenir la grossesse, mais je ne l'utiliserai pas pour gérer les règles abondantes parce qu'on n'a pas une base de données suffisante pour démontrer ça. Si une femme cherche à avoir des options, on peut utiliser des pilules contraceptives combinées avec des thérapies hormonales. Mais si on n'a pas l'intention de tomber enceinte, une bonne option, c'est de considérer les dispositifs intra-utérines, les DIU. On peut les insérer pendant une période de 5 ans et la contraception sera vraiment efficace et les DIU préviennent les règles abondantes. Les périodes peuvent devenir plus irrégulières pendant les premières 6 mois et on peut utiliser pendant le premier cycle, le deux cycles, on peut complémenter avec de l'acide tranexamique parce que quand on commence à utiliser les DIU, les règles peuvent devenir encore plus abondantes, mais puis on a une plus grande régularisation. Par rapport à l'implant, c'est bon pour la contraception, mais pas pour prévenir les saignements abondants. Et il y a beaucoup de tissus cicatriciels autour de l'implant. Donc, je n'aime pas cette question d'utiliser un implant qui va être inséré de manière chirurgicale. Ce n'est pas une bonne option. Donc, mais c'est quand même une option, une décision individuelle. Nous avons une question sur les effets secondaires d'utilisation de l'acide tranexamique. Ce que je fais, j'ai vu une jeune femme hier et j'ai dû la conseiller en matière de l'acide tranexamique. En général, nous retrouvons que l'acide tranexamique est très sûr avec avec toutes les médications. Euh, les effets secondaires peuvent être de la nausée, on peut avoir mal à l'estomac, mais les effets secondaires sont en général tolérables. Si on parle des effets secondaires de l'acide tranexamique, quels ne sont pas des effets secondaires de l'acide tranexamique? Par exemple, il y a un billet qui existe qui nous dit que l'acide tranexamique n'est pas sûr en combinaison avec les contraceptifs oraux. Aux États-Unis, il y a un avertissement sur la boîte de la FDA, mais nous considérons que c'est une possibilité sécure. Fréquemment, je combine les deux types de médicaments, c'est-à-dire l'acide tranexamique et la thérapie hormonale, chez les femmes qui ne sont pas contrôlées optimalement. Il faut reconnaître que l'acide tranexamique est secure pour l'allaitement. C'est une recommandation spécifique par les panels pendant notre discussion et nous aimerons avoir davantage d'informations pour partager ces données. Nous utilisons l'acide tranexamique chez les femmes qui saignent postpartum parce que c'est secure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'acide tranexamique? Quand on parle de l'utilisation à long terme de l'acide, c'est un médicament qu'on utilise tous les jours pour le traitement des saignements. Donc, si on a des saignements de nez, si les règles sont abondantes ou pour la prophylaxie chirurgicale, c'est un type de prophylaxie en soi-même, l'acide tranexamique. Et comme Nathan vient de dire, on a vu beaucoup de publications dans la littérature qui parlent du risque de la thrombose des années 70-80 quand les contraceptions étaient à haute dose. La contraception est devenue plus légère aujourd'hui.
Si on considère les essais cliniques actuels où on utilise l'acide tranexamique qui est utilisé dans beaucoup de contextes, par exemple chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires ou de la leucémie, on a vu un risque de thrombose augmenté chez ces patients. Donc, les essais randomisés qui comprennent plus de 50 000 personnes, la thrombose ne se manifeste pas. Donc, c'est le risque perçu par les physiciens, par les cliniciens, plutôt qu'un risque fondé sur l'évidence. Je parle aux patients de la même manière que Nathan. Je l'utilise avec la combinaison de pilules s'il y a des difficultés pour contrôler les saignements seulement chez ces patients, mais c'est un groupe de patients tout à fait différent parce que les problèmes le plus important sont les saignements. Donc, sans aucun doute, l'acide tranexamique améliore la qualité de vie chez ce type de patients. La question suivante, je vais la poser auprès de Nicolas Beba. Comment est-ce que l'on peut contribuer à avoir une association forte qui se focalise sur les programmes de maladie, pour la maladie de von Willebrand? Comment est-ce que vous travaillez avec vos organisations et quelles sont les stratégies réussites pour vous? Je vais prendre la parole, Beba, si vous êtes d'accord. C'est une très bonne question. Ce n'est pas toujours facile. C'est un débat qui continue dans notre communauté. Je pense que la question de base, c'est qu'il faut communiquer avec ces gens, les gens qui souffrent, qui vivent avec la maladie. Il faut leur offrir une plateforme, un espace pour qu'elles puissent se réunir, pour qu'ils puissent parler l'un avec l'autre, partager leurs expériences et fournir du soutien, un soutien pour mener des plaidoyers, pour créer des actions, pour organiser des événements. Il faut fournir du soutien. Il y a des entités, des organisations qui existent déjà. Je pense qu'il faut les développer davantage parce que ce sont des organisations qui vont faire un apport à la société, à la communauté. Si je commence avec l'exemple de l'Association française, le groupe de pères de von Willebrand a commencé à essayer d'affronter la question, d'adresser la question avec les gynécologues, mais ce n'est pas tout simplement une question pour les femmes. Il n'y a pas que des patients qui sont femmes. Pour les femmes aussi, pour les femmes qui ont ou des patients qui ont des problèmes plaquettaires ou qui sont hémophiles. Donc, c'est quelque chose de vraiment transversal. Il faut construire l'espace, il faut aider le groupe ou ce groupe de gens pour qu'ils continuent à être motivés et leur montrer qu'ils sont bienvenus. Nous sommes comme une seule famille. Et je pense que c'est ça les points de départ. Je pourrais dire que j'apprends, je toujours apprends. J'habite dans un pays très petit, 2 millions d'habitants. Il y a 300 personnes tout simplement qui habitent, qui vivent avec la maladie de von Willebrand. Seulement 170% sont souscrites. Donc, puisque c'est un groupe très petit, j'essaye de communiquer avec ces patients. J'ai essayé de leur convaincre d'appartenir à un groupe de travail depuis plusieurs années mais c'est très difficile. Pour moi, personnellement, je trouvais beaucoup de difficultés au moment de démarrer quand j'ai été élue comme présidente de la Société d'hémophilie de la Lettonie. Je devais gérer la question de l'hémophilie parce qu'il n'y avait pas de traitement pour l'hémophilie. Je pense que pendant plus de 7 ans, j'ai dû gérer les problèmes de l'hémophilie et maintenant, je peux me mettre à travailler avec la maladie de von Willebrand. J'ai reçu la nouvelle directive. Je suis ravie de voir que la Fédération mondiale de l'hémophilie
à prioriser cette maladie parce que pendant des années et des années, nous avons demandé des solutions à cette maladie et maintenant nous avons plus de 100 personnes qui écoutent, qui sont en train d'écouter ce webinaire. Je pense que ça marque un changement pour le futur. Merci. On va réviser d'autres questions que l'on vient de recevoir. Une question parle du facteur recombinant co-administré avec le facteur recombinant 8 une fois licencié. Est-ce qu'il y aurait des circonstances à part la disponibilité et le coût pour ces facteurs plasma dérivés? Je vais commencer avec ça. Je ne sais pas si le facteur recombinant pour le facteur de von Willebrand est disponible en Irlande maintenant. Je pense que c'est une discussion très longue sur l'efficacité et la sécurité du plasma recombiné. Nous n'avons pas vu le même niveau de préoccupation pour les produits plasma dérivés. Plusieurs patients qui ont expérience avec l'hémophilie et avec des produits plasma dérivés, pour eux, les options disponibles sont très sécures et ils l'ont été depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de patients qui sont à l'aise avec les produits plasma dérivés et ils n'ont pas le désir de passer à une thérapie recombinante. Je sais qu'il y a quelques données qui suggèrent une quantité réduite de doses de thérapie recombinante pour atteindre l'hémostase. Je pense que comprendre la compréhension de ces options sera quelque chose de très important et ce sera important de considérer toutes ces options. Les directives parlent spécifiquement du priorité pour la recherche dans l'avenir pour comparer les produits plasma dérivés versus les thérapies recombinantes pour différentes indications. Nous avons aussi parlé de l'incorporation des thérapies anti-angiogéniques, bemazizumab, par exemple, pour traiter le saignement gastro-intestinaux et nous avons évalué et nous continuons à évaluer, par exemple, si si c'est convenable de combiner l'acide tranexamique avec ces nouvelles thérapies. Donc, ce que je dirais, c'est qu'au moment de développer les directives, les présidents ont retrouvé des centaines de questions auxquelles il faut répondre et nous avons dû prioriser essentiellement 20 questions entre les deux groupes. Donc, nous avons laissé quelques questions de manière préliminaire pour les adresser avec d'autres données, de nouvelles données. Cela nous mène à la prochaine question. Les directives, par exemple, ne parlent pas de la prise en charge de la grossesse et le travail, l'accouchement en soi-même. Donc, docteur Lavigne, quels aspects est-ce que vous avez incorporés dans vos pratiques? Quels aspects des directives et quelle est votre position en matière de la gestion de la grossesse, l'accouchement? Nous avons pu, nous avons été guidés par l'enquête ou la recherche des scopes ou des scores pour répondre aux questions. Et voilà la focalisation sur l'hémorragie postpartum et l'anesthésie pour le travail ou pour l'accouchement. En termes de la gestion de la fréquence de la maladie de von Willebrand, nous dépendons du sous-type. Donc, il faut savoir que pour quelques-uns, nous avons qu'il y a des gammes entre 30 ou 50 et il y a des gens qui vont avoir des niveaux augmentés pendant la grossesse. Donc, mais ce que nous ne comprenons pas encore, c'est le seuil qui vont prévenir les saignements pendant l'accouchement. C'est ça le sujet de beaucoup d'essais. Si vous avez de la maladie type 2 et type 3, les niveaux ne vont pas augmenter. Donc, il faut être couvert au moment de l'accouchement. Si, par exemple, vous avez type 2B, la femme aura besoin de administration de plaquettes. Donc,
Si nous voyons quelqu'un qui est enceinte et si vous êtes enceinte, nous allons suivre le niveau pendant le premier trimestre et après les 28 semaines. Et si les niveaux augmentent, mais le niveau idéal n'est pas déjà augmenté, nous avons concevoir un plan de grossesse. Donc, pour les patientes qui ont de la maladie de von Willebrand, notre pratique, c'est que nous communiquons avec les personnels pédiatriques et les obstétriciens, etc., pour travailler avec la patiente. Et on va travailler avec l'équipe gynécologique de la patiente pour savoir s'il faut administrer un traitement avant l'accouchement, quel niveau il faut suivre, la fréquence du suivi, quels sont les risques pour le bébé au moment de l'accouchement et si il faut administrer l'anesthésie épidurale ou non, parce qu'il faut prendre quelques précautions. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore clair. Donc, on essaye de le déterminer après les 28 semaines ou les 30 semaines, parce que l'accouchement survient à n'importe quel moment. Donc, il faut être prévenu et quand, par exemple, au moment que les gens, par exemple, devaient ou pouvaient voyager ou se déplacer, ils devaient, par exemple, porter le médicament aussi. Et il fallait avoir le plan de grossesse disponible à tout moment. Donc, on oublie fréquemment la tendance qu'une fois le bébé est né, on oublie la période postpartum. Il faut avoir un suivi aussi pendant la période postpartum parce qu'on n'explique pas souvent qu'il y a des saignements après l'accouchement. Il y a des cliniciens qui oublient mentionner les saignements après l'accouchement qui sont normaux, mais il y a des femmes qui ont des règles très abondantes aussi et qui peuvent avoir des saignements assez graves après l'accouchement. Donc, c'est assez fréquent de voir des femmes qui, par exemple, 6 mois après avoir couché les Merci. bébés, continuent à avoir Merci, des problèmes. Michel. Bien, nous avons maintenant une question à Nicolas et bye bye. Il y a eu des questions qui ont été envoyées avant et des questions qui ont été envoyées dans le chat concernant les liens avec les patients. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites au niveau local pour les patients atteints de maladie de Willebrand et qu'est-ce que vous faites pour les soutenir? Nicolas au micro, merci. Je commencerai. Alors, ce que nous faisons pour que les patients entrent en contact, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais bon, je crois que d'abord, il faut connaître les outils liés à la maladie de Willebrand, les recommandations, faire circuler ces informations, essayer d'obtenir ces informations et de les diffuser auprès de ces patients, de ces personnes. Ensuite, je pense qu'il est important aussi d'avoir un espace pour que ces patients puissent s'exprimer, exprimer leurs préoccupations, poser des questions, parler de leur situation. Je crois que c'est un autre point important. Nous devons essayer de comprendre leur situation, de nous pencher sur leur situation, de parler avec eux, de façon à ce qu'ensuite, ils puissent participer et commencer à diffuser l'existence de l'organisation, faire des projets avec vous. Donc, d'abord, il faut parler avec eux de leurs problèmes personnels. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que commence la participation. C'est une conversation qui doit commencer. Donc, il faut pouvoir entrer en contact avec eux et je comprends que la communauté est aussi formée de personnes atteintes d'hémophilie. Donc, c'est difficile des fois d'entrer en contact avec les personnes atteintes de maladie de Willebrand. C'est ce que j'ai vu au niveau de la Société de l'hémophilie française dans les différents chapitres. Des fois, les personnes disent, j'ai du mal à entrer en contact avec les gens. Mais en réalité, je dirais que vivre avec ces maladies
sont plus ou moins présenter plus ou moins les mêmes problèmes et il faut commencer à aborder ces problèmes, aborder les problèmes des patients. Bye bye au micro. Je crois qu'il faut que les patients soient courageux, aillent voir leurs ONM. C'est à cet endroit que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, qui va et vous permettre de vous connecter avec d'autres patients aussi, hein, parce que nous sommes des petits groupes, donc des fois nous ne pouvons pas avoir des réunions de chapitre sur la maladie de Willebrand. Il y a très peu de médecins qui peuvent en parler aussi. Par conséquent, il est difficile d'organiser des conférences sur la maladie de Willebrand, hein, dans des petits pays, hein. Donc, je sais que dans certains pays, ça se fait, et j'ai entendu la façon dont les patients parlent avec les médecins, dont les médecins partagent des connaissances entre eux. Et je dirais que à cause de la pandémie et du besoin de tout faire en ligne, nous avons créé des groupes de réseaux sociaux, ce qui est très utile. J'encourage aussi mes patients à chercher des informations dans d'autres sociétés, fondations, associations. Nos patients vivent dans des pays européens. Par conséquent, ils peuvent parfois directement entrer en contact avec les communautés et qui sont dans ces pays européens. Ça peut être très utile. Nous avons besoin de volontaires. C'est ce que je voulais aussi ajouter. Nous avons besoin de volontaires pour travailler avec nous. Docteur Lavin, vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais reprendre un petit peu ce que disait Baiba. Il y a quelqu'un qui parle euh, sur la ligne. Bien, si vous avez des ressources limitées dans vos pays et si vous voulez obtenir davantage d'informations, il y a des pays qui vont participer à ces webinaires. C'est le seul avantage de cette pandémie. On peut se connecter beaucoup plus facilement les uns avec les autres. Je sais que la Société irlandaise d'hémophilie et de maladies de Willebrand organise des webinaires 3 fois par an, 4 fois par an. Et si vous voulez vous joindre à nous, nous serons ravis. Je peux vous proposer de vous joindre à notre liste de diffusion. Il suffit que vous m'envoyiez votre email. Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui seront ravis de faire la même chose, hein. On peut aussi travailler en fonction des langues. Donc, c'est un réseau que nous avons. Nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est comme cela que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Merci, Nathan Connell au micro. Je crois que nous avons le temps encore de prendre une question et ensuite nous en serons à la fin de notre webinaire. Je crois que cette question est importante au niveau mondial. Est-ce que le vaccin contre le coronavirus est sûr pour les personnes atteintes de maladie de Willebrand? Je dirais que oui, absolument, c'est tout à fait sûr, sans problème. Le vaccin contre le coronavirus euh, permettent de lutter contre les problèmes de mortalité que nous avons constatés au cours de ces dernières années. Ce vaccin est tout à fait sûr. Il faut aussi dire que beaucoup de patients atteints de troubles de la coagulation se sont fait vacciner ces derniers mois. Ce vaccin est à la disposition de nos patients. La FMH a fourni des informations concernant le vaccin et la maladie de COVID. Je vais vous envoyer donc dans le chat des liens concernant le webinaire et tout ce qui a été diffusé à ce propos. Il est important d'en parler directement avec votre médecin parce que il s'agit d'un vaccin intramusculaire. En général, on évite cela pour les patients atteints de la maladie de Willebrand. Certains patients atteints de phénotype hémorragique doivent avoir des facteurs administrés avant la vaccination. C'est beaucoup de pression, nous le savons, mais la plupart des patients, même ceux atteints de troubles graves de la coagulation, ont pu se faire vacciner de cette manière. Donc, nous vous le recommandons. Nous vous recommandons le vaccin. Bien, nous en sommes à la fin de notre webinaire. Je
remercie nos différents panélistes, Michel Lavin, Nicolas Giraud, Baïba Zimele. Je vous recommande de vous rendre sur le site Internet de la FMH pour en savoir un peu plus sur ces lignes directrices et je vous remercie.